tous les meilleurs joueurs que j'ai eu la chance d'entraîner, ils sont toujours demandeurs du plus haut niveau de critique. Parce qu'ils veulent atteindre le meilleur niveau de perf. Et j'ai envie de te dire, c'est pas ces entretiens-là qui sont les plus durs. C'est une fausse idée. C'est assez facile de les coacher. Bonjour à tous, le face-à-face du jour, c'est avec le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, Yannick Bru. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de rugby, mais aussi de management des hommes. Et il y a à dire. Eh oui. Allez, à tout de suite. One, two. Trio. Avec Yannick Bru, donc le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, bon, le principe de l'entretien est simple, on va prendre le temps de discuter et parfois on s'arrêtera alors pour répondre à des petits questionnaires un peu rapides. Est-ce que d'abord tu peux te présenter pour tous ceux qui nous suivent et qui sont très nombreux? Yannick Bru, 50 ans, je viens du Gers, d'un petit village proche des Hautes-Pyrénées, émigré à Toulouse pour des raisons universitaires et étudiantes, un stop par Paris pour des raisons, je ne vais pas dire budgétaires, mais pour des raisons d'opportunité et pour avoir eu le privilège de travailler avec l'équipe de France de rugby, puis redescendu au Pays Basque, ou reparachuté au Pays Basque pour redécouvrir le métier dans d'autres circonstances avec beaucoup de passion et qui vient de faire un stop à Bordeaux, donc depuis le mois de juin 2023. Chanceux d'être à Bordeaux, dans une belle ville, dans un club jeune, en plein développement, en plein essor, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de challenges à relever, donc en pleine forme, quoi. En pleine forme. On est en 2024, Yannick, et donc on va faire un petit questionnaire pour commencer, pour se mettre un peu en appétit. C'est un questionnaire JO, Jeux Olympiques. Voilà. Tu vas aller vivre où, toi, les Jeux Olympiques? À Bordeaux. À Bordeaux, certainement, puisque septembre 2024, ça veut dire Repositope Top 14, le 7 septembre exactement. Tout est déjà calibré, donc les JO ils seront vus depuis Bordeaux. Si tu devais choisir une discipline olympique, ce serait laquelle? Je vais dire celle du grand public, parce que les JO pour moi c'est avant tout la finale du 100 mètres, ou peut-être du 400 mètres. Donc voilà, pour moi c'est les deux flashs que j'ai de ma relation avec les JO. Un souvenir de Jeux Olympiques? Marie-Josée Pérec sur ses médailles d'or. Sinon, pour moi, c'est Carl Lewis, c'est Michael Johnson. Voilà, si je suis cocardier, je dirais Marie-Josée Pérec, pardon. Et sinon, dans les flashs qui me reviennent, pour moi, c'est les JO, c'est la finale du 100 mètres, Carl Lewis. C'est Michael Johnson sur mes années de passion. Voilà, et puis dernièrement, Usain Bolt, forcément, puisque c'est l'athlète le plus chaud. Ma passion pour les disciplines sportives individuelles est réelle quand il s'agit de performances brutes, des records, des chronos. Je suis transporté par le niveau athlétique de ces gars, mais ma passion, elle va davantage au sport collectif, franchement. Et bon, je retiens plus ces événements-là. C'est ce qui a fait que tu as choisi d'ailleurs le sport co, le rugby, plus que le tennis quand tu étais dans le Gers jeune? Ouais, je pense que la génétique a choisi pour moi aussi. Donc on n'est pas tous égaux. Voilà, j'ai pas eu la chance ni d'avoir la taille, ni d'avoir l'allure, ni d'avoir la vitesse requises pour faire du tennis à haut niveau, même si j'aurais bien aimé. Et naturellement, l'équipe de rugby de mon village a récupéré le petit gros du coin. Donc voilà, j'ai rejoint les rangs. C'est presque une dictature du rugby, hein, quand on est quasiment né à ma sub, il n'y a pas beaucoup d'autres disciplines qui t'ouvrent les bras. Ouais, et après, pourquoi talonneur alors? Parce que j'ai pas commencé talonneur, hein, parce que si j'avais pu choisir, je pense que j'ai commencé
Pour tout vous dire, j'ai commencé demi d'ouverture en minime ou à l'école de rugby de Masseb. Puis quand je suis arrivé en minime au FC Hoche, ils m'ont dit ouais, tu te débrouilles pas trop mal en 10, mais on va plutôt t'essayer en 3e ligne. Donc ça a déjà été une première étape. Et quand je suis arrivé en junior à échelle, ben, toujours cette fameuse génétique, on m'a dit bon mais tu passeras pas le 1m80, donc si tu as envie d'ambitionner quelque chose dans le rugby, il vaut mieux que tu te rapproches encore du chiffre 0. Donc je suis passé du 10 au 8, puis du 8 au 6, et puis du 6 au 2, et puis je me suis arrêté là. Toi, tu trouves que ta carrière de joueur a été réussie? Oui, moi ouais, non, mais honnêtement, j'ai pas peur de dire que je suis fier de ma carrière de joueur parce que je me suis battu pour coller aux standards physiques, techniques. J'ai beaucoup travaillé. Je me souviens de mon arrivée en fac à Toulouse. Bon, je jouais 3e ligne avec mon 1m77-78. J'ai commencé 3e ligne en junior au Stade Toulousain. Sous la houlette de Daniel Santamance, et puis il m'a dit il faudrait peut-être que tu essayes de passer ta honneur, donc j'ai dû prendre 10 kilos, 12 kilos, 15 kilos. J'ai beaucoup travaillé, je pense que j'ai essayé de maîtriser un maximum de choses dans ma perf individuelle. J'ai fait beaucoup de sacrifices aussi, honnêtement, et j'ai réussi à me construire une très bonne carrière de joueur de club que je n'aurais peut-être pas imaginé au moment où j'ai été remercié après mes 4 années de junior au Stade Toulousain. Je suis parti à Colomiers, me relancer, 2 années magnifiques avec une super équipe à mi-chemin entre le rugby pro et le rugby universitaire où on a remporté des trophées, on a fait la fête beaucoup et j'ai découvert un club vraiment particulier et avec lequel j'ai toujours des rapports spéciaux. Puis j'ai eu la chance, quand Daniel Santamance a été nommé entraîneur de l'équipe professionnelle à Toulouse, de revenir à Toulouse. Et là, j'ai joué 9 ans. J'ai joué, j'ai remporté des trophées grâce à cette magnifique machine que le Stade Toulousain. J'ai été capitaine de l'équipe. Et à la fin de mon capitanat, on m'a proposé d'intégrer l'encadrement technique. J'ai été entraîneur adjoint pendant 5 ans après, à Toulouse. Donc j'ai passé 18 ans de ma vie dans ce club. Et quand j'ai quitté l'école de rugby de Masseb, jamais j'aurais pensé que je remporterais des titres avec Toulouse. Et puis ça m'a permis de connaître aussi tout ce que j'ai connu après, même si, voilà, à la fois à Bayonne et aussi dans mon passage à la Fédé, il y a des moments qui m'ont émotionnellement qui ont été plus forts que ce que j'ai vécu à Toulouse. Mais ce que j'ai vécu à Toulouse m'a permis de vivre tout le reste. Voilà, une Coupe du Monde quand même aussi, de joueurs. Hein, oui, non mais là... En 2003. Ouais, non mais bien sûr. Non mais je veux dire, parce que tu t'es passé un peu rapidement sur ça, mais ça fait partie quand même de ton parcours. Quand tu étais à Masseb, tu t'imaginais jouer en équipe de France? Non, du tout. Quand j'étais à Masseb, je ne pensais pas que je remporterai des titres avec les juniors d'Auch, que je serais... Voilà, que je démarrerai à l'équipe première à Auch sous la direction de Jacques Brunel, que je migrerai à Toulouse, que je finirai capitaine des espoirs de Toulouse, puis j'ai la chance d'être capitaine de l'équipe 1 du Stade Toulousain. La réussite collective du Stade Toulousain, j'ai toujours été un joueur de club, il n'y a pas de doute là-dessus, mais la réussite collective du Stade Toulousain m'a aussi ouvert les portes de l'équipe de France en tant que joueur. Grâce à ça, j'ai pu faire une Coupe du Monde, j'ai pu participer à 2 grands chelems. Et même si je suis très fier de ça, mais je suis aussi très lucide sur mon chemin, ce qui m'a permis de vivre ces moments-là. Mais bon, je me suis accroché, j'ai essayé de... Je ne me suis pas laissé porter, j'ai essayé de provoquer le destin tout le temps. Et je suis content de ça, parce que aujourd'hui, je me rends compte que l'attitude, même en 2023, même avec 2024, avec le staff qu'on a, le rugby contemporain, les efforts, l'attitude, l'autodétermination, ce sont quand même des choses incontournables pour réussir. Donc je suis content d'avoir mis ces ingrédients-là dans ma carrière, parce que sans ça, je pense que j'aurais été un bon petit joueur de Régional 3.
En quoi cette carrière, justement, elle pèse aujourd'hui sur ton profil de manager? Et elle rejaillit dessus, sur ton rapport aux joueurs? Ben, on est tout simplement parce qu'on est toujours le produit des expériences qu'on a vécues. Alors on apprend des choses, on lit des livres, on participe à des conférences, on participe à des formations, on voyage, mais la réalité c'est qu'on on a des choses dans le sang, ça s'appelle l'ADN et ça c'est immuable. Et moi mon ADN il était porté sur le travail, les efforts, la réflexion et l'envie de progresser. Donc j'ai pas honte de dire que j'ai jamais été un ultra talentueux. Il a fallu réfléchir, il a fallu bien sûr avoir une certaine dose de talent pour arriver à tout ça, mais je me définis davantage comme un travailleur, comme un laborieux, et c'est pas péjoratif. Et c'est pas péjoratif. Et aujourd'hui, à 50 ans, je me rends compte que j'ai été chanceux de vivre ce parcours aussi. Est-ce que c'est pas aussi des freins que tu te mets, toi, en étant, on va dire, un peu toujours justement par rapport à cette étiquette-là, où j'ai l'impression, par exemple, tu as jalonné ton parcours d'entraîneur, t'as pas voulu brûler les étapes? Non, mais je pense que ça fait partie de moi. Je pense être quelqu'un d'organisé, d'ambitieux, oui, mais aussi de lucide. Et plus j'ai avancé dans l'âge, plus j'ai rajouté de la raison à ce que j'essayais de construire. Et pour moi, il était inconcevable pour moi, après un parcours de joueur, de basculer directement manager d'un club, comme certains le font. Pour moi, il manque des cases. Donc j'ai vécu entraîneur débutant, entraîneur adjoint expérimenté, bras droit d'un très grand manager, voilà, avec des fortunes diverses et variées. Donc je pense que j'ai construit mon évolution et à un moment, j'ai voulu voler de mes propres ailes. En devenant entraîneur principal et puis manager sportif d'un club ambitieux comme l'UBB, mais je pense que mes ailes étaient aussi à ce moment-là assez musclées pour endosser ça, parce que ce sont des métiers qui sont privilégiés, mais ce sont des métiers qui sont difficiles aujourd'hui. Et je pense que toutes mes expériences de vie me servent tous les jours. Et donc voilà, moi je suis heureux, fier, lucide et d'avoir construit ce parcours-là, qui n'est pas celui qui est singulier, mais qui est le mien. Ça fait 17 ans à peu près que tu entraînes. Ouais, j'ai arrêté en juin 2007. Ouais. Juin 2007, donc c'est ma 16e année d'entraîneur, déjà. C'est passé tellement vite. Ouais, c'est ma 16e année d'entraîneur et j'ai fait 50 ans cette année et j'ai toujours l'impression que j'en ai 35, mais c'est comme ça. Comment tu définis ton métier aujourd'hui de manager? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs palettes. Tu es à la fois sur le terrain, tu es dans les bureaux, tu discutes avec ton président qui est l'actionnaire, et puis tu t'occupes aussi du recrutement des jeunes. Tu le définirais comment, ton métier? Mon métier de manager, d'abord c'est animateur de deux équipes. Une équipe de joueurs, un groupe de 50 joueurs. Une équipe staff, 26 personnes. Et après, un trait d'union entre la structure sportive du club et la SASP dans son ensemble. Et j'entends par là les relations avec le président propriétaire, Laurent Marty, la dimension commerciale, communication, partenariat, événementiel, ressources humaines aussi, parce que à l'image de notre société et de tous nos secteurs d'activité, le rugby, le rugby professionnel, c'est énormément légiféré, et on doit aussi se plier aux contraintes administratives nombreuses qui sont légion dans notre pays. Et encore une fois, pour avoir vécu un an en Afrique du Sud, on est chanceux de vivre dans ce pays, on ne le sait pas, mais on est chanceux. Mais
voilà, le manager sportif d'un club, il est au centre de toutes ses énergies. Donc ça donne des journées bien remplies parce que il s'agit de... Pour moi, ma mission, c'est 70% de mon énergie, elle est dédiée au court terme. Il faut gagner des matchs. Parce que sinon, je suis viré. C'est aussi simple que ça. Même si ici, j'ai la chance d'avoir un président élégant. Mais la performance, l'immédiateté de la performance, elle est nécessaire, elle est indispensable. Et 30% de mon énergie, c'est penser à demain. Donc travailler avec la formation du club, la passerelle que sont l'équipe Krabos et l'équipe Espoir, cette passerelle vers le haut niveau. Donc c'est travailler avec eux, les éducateurs, fortifier les racines du club. Qui sont importantes en termes d'identité dans un club jeune comme l'UBB. Donc c'est le court terme, l'équipe professionnelle, comment gagner les matchs, c'est l'interaction avec toutes les facettes du club, puisqu'on est une partie de la performance économique du club, l'équipe professionnelle, et c'est le lien avec les racines, c'est-à-dire la formation pour préparer demain et le futur. Donc c'est un métier qui est hyper intéressant, qui est un métier de passion, donc je suis conscient d'être un privilégié, même si honnêtement les journées sont longues. Tu préfères quelle facette du métier? Moi, ce que je préfère aujourd'hui, c'est le coaching, et incontestablement. En ce moment, on a 3 jours d'alignement de l'équipe où on regarde nos performances actuelles, notre ambition, les décalages qu'il y a, on se pose les questions du pourquoi on réussit ça, pourquoi on ne réussit pas dans ce domaine-là, comment agir techniquement sur le jeu, comment agir aussi humainement, mentalement, émotionnellement avec les joueurs. Parce que ouais, on a un sport spécifique où avant de s'adresser aux sportifs, on s'adresse aussi à des hommes, tu le sais bien François. Donc voilà, c'est ces interactions pour atteindre la performance sur le terrain, c'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Mais dans un job de manager, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça et il faut s'ouvrir aussi à plein d'autres domaines. Mais ma passion, elle est toujours là. À 50 ans, je ne me vois pas encore en costume, manager à la Arsène Wenger et à observer les entraînements de l'OM. Mais c'est un temps qui ne va pas tarder à arriver, je le sais aussi. Comment on fait pour être justement toujours à la page techniquement, puis générationnellement aussi avec les joueurs? On part en Afrique du Sud? Ouais, non, mais déjà générationnellement, comme on vieillit, nos enfants vieillissent. Et je me rends compte que mes enfants, ils ont l'âge de mes plus jeunes joueurs. Donc je vois comment ils se comportent, comment ils dialoguent, comment ils communiquent, comment ils consomment de l'information. Donc franchement, ça m'aide beaucoup. Et puis après, il n'y a pas d'âge pour se former, pour voyager. Moi, je sentais que l'année dernière, après avoir vécu 4 ans à Bayonne, qui était mon premier job, dans une équipe en transition entre les titres de Pro D2 et le maintien en top 14. Et j'insiste là-dessus, c'est important de vivre aussi ces moments-là, où on doit être au soutien des joueurs, vivre des galères, travailler différemment. Après avoir vécu ça, donc la Pro D2 et le bas du top 14, en étant passé par le Stade Toulousain, où grâce à cette machine incroyable, j'avais vécu des titres et l'excellence en top 14 en Champions Cup et un petit saut en équipe de France pour prendre quelques volées de cailloux à une époque particulière. J'avais jamais fait un saut à l'étranger. Et donc il me manquait ça dans mon bagage, j'avais envie, j'étais attiré par ce pays qui développe des valeurs, je pense, qui ressemblent à celles de mon parcours. Donc j'ai dit, j'ai envie d'aller chez eux, de comprendre comment ils gagnent, en n'ayant pas le plus d'argent, en étant très authentique, très fidèle à leur ADN, en cherchant en ne cherchant pas à travestir l'essentiel, le principal,
et en cherchant à être eux-mêmes. Donc voilà, j'avais envie de comprendre comment ces gars gagnent plus de titres de champion du monde que les autres, alors qu'ils n'ont pas d'argent et que c'est un pays qui souffre beaucoup. Voilà, donc j'avais envie de vivre ça, donc je suis parti un an, et ça c'est de la formation, hein. Je suis revenu à l'université, j'étais adjoint dans un staff de 10 personnes. Honnêtement, j'ai beaucoup appris, j'ai observé, j'ai dit ça, moi je le ferai pas, je le ferai différemment. Là-bas j'étais personne, hein, et je suis arrivé vraiment sur la pointe du pied, et c'est une année qui m'a beaucoup servi sur le plan des relations que j'ai nouées avec certains très grands joueurs, avec ce pays aussi qui est rempli de grands techniciens pour qui le métier d'entraîneur est beaucoup moins facile que le nôtre ici. Et donc je suis reparti un an à l'université tout simplement. Et je suis content de l'avoir vécu parce que faut jamais, il n'y a pas d'âge pour se former, il n'y a pas d'âge pour avoir envie de progresser. Et j'espère que j'aurai encore l'énergie de voyager parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en dehors de nos frontières. Yannick, on parlait de ton exil à Durban. Qu'est-ce que tu as appris là-bas, sur le plan strict de ton métier d'entraîneur et qui te sert aujourd'hui en tant qu'entraîneur en chef? La première, c'est que la façon dont tu te comportes dans ton métier, elle est quand même beaucoup conditionnée aussi par l'environnement dans lequel tu vis. L'Afrique du Sud est un pays qui souffre sur les fonctions essentielles d'un État. L'Afrique du Sud est beaucoup défaillante sur la sécurité, sur la corruption, sur l'énergie. Donc c'est un pays qui souffre. Donc les joueurs mesurent combien ils sont chanceux d'avoir un job dans le rugby professionnel. J'aurais pu parler aussi du black empowerment, de la discrimination positive qui induit une pression sociale hyper importante. Donc ça c'est le premier enseignement, c'est qu'on est chanceux de vivre dans un pays comme la France. De cet environnement découle une mentalité au travail basée sur les efforts, l'absence de complaisance, qui font que l'Afrique du Sud aujourd'hui est un modèle de réussite par sa rugosité, son travail, son organisation militaire, avec le respect d'un plan, chacun son travail, tout le monde aligné sur une feuille de route, et la capacité de perdre personne en route pour des considérations d'ordre privé, d'ego ou de choses qui sont superflues. Voilà. Les Sud-Africains sont sans complaisance par rapport au travail et au don de soi. Donc je me suis inspiré de ça, même si à l'UBB ici on a un jeu que je veux résolument positif, tourné vers la recherche d'espace. Je sais que le niveau d'effort qu'on doit consentir en tant que privilégié d'être de cette aventure-là et du confort qu'elle nous donne, il est important. Et donc c'est la base de notre contrat avec les joueurs ici. J'ai appris en Afrique du Sud le niveau d'effort qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre le succès. J'ai vu comment se comportent les 6 ou 7 champions du monde qui étaient dans l'effectif des Sharks au quotidien. Et donc je maintiens qu'on a beaucoup de chance de travailler dans le rugby pro en France aujourd'hui en 2024 et moi en particulier à Bordeaux. Et qu'est-ce qu'ils font alors les champions du monde sud-africains Ben, je vais tomber dans les clichés. Ils ont une vie où une application sur leur iPhone leur indique combien d'heures de coupure d'électricité par jour ils vont subir, ce qu'on appelle le load shedding. Donc entre 4 et 8 heures par jour dans les moments les plus importants. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on vous disait aujourd'hui de 8 heures à 12 heures et de 16 heures à 20 heures, il n'y aura plus d'électricité chez vous. Voilà, donc ça impacte énormément la vie familiale.
Donc les joueurs s'organisent autour de ça, ne se cherchent pas d'excuses, sont heureux. Il y a énormément d'insécurité, donc ils vivent très très loin des centres-villes. Ils font beaucoup de voitures pour venir travailler le matin parce qu'on ne vit pas dans les centres-villes à Durban. On vit dans des resorts sécurisés à l'extérieur. Et donc c'est aussi des sacrifices sur la logique familiale et malgré tout, on arrive à 6 h du matin au club. On en repart à 18 h. Alors, il n'y a pas que ça, on arrive préparé. Les joueurs, ils ont préparé leurs entraînements, préparé leurs matchs, préparé leur débriefing, se sont nourris de toute la matière qu'ont pu leur donner les différents entraîneurs et acceptent honnêtement un engagement dans les réunions qu'il est impossible d'imposer aujourd'hui en France et peut-être en Europe, tellement nos joueurs sont habitués à un fonctionnement différent. Donc c'est une éducation militaire, un respect du coach. Il est très facile d'entraîner en Afrique du Sud aujourd'hui, au regard de l'implication des joueurs. Il est plus confortable de coacher en Europe et en France en particulier, au regard des moyens qui nous sont attribués, en termes de technologie, de vidéo, de data, de données physiques, évidemment. Mais je pense qu'il serait bon pour certains de nos joueurs des fois d'aller s'immerger un an là-bas pour voir comment fonctionne ce pays qui a remporté 4 Coupes du Monde et qui a moins de moyens que nous, beaucoup plus de difficultés à affronter au quotidien. Donc, ouais, on ne peut pas reproduire tout ce qu'on a vécu là-bas parce que rien n'est transposable avec notre état d'esprit latin, notre pays, notre histoire et nos habitudes. Mais je pense que c'est important d'aller découvrir comment fonctionne ce pays. De ce voyage, tu as quand même aussi rapporté ou ramené des adjoints. Donc ces adjoints, ils composent ton staff. Voilà, et c'est pas... Je trouve que c'est intéressant que tu parles de la composition de ton staff à l'UBB parce que je pense qu'elle est assez complémentaire et réfléchie. Ben, disons que déjà, mon idée n'était pas de déplumer ou de dépouiller les Sharks qui m'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance. Et je les remercie encore. Mais maintenant, ils te recherchent. Non, je crois pas, mais il faut savoir que la durée de vie d'un entraîneur européen en Afrique, elle est quand même très limitée. Il est très rare qu'un Européen ou un entraîneur européen fasse plus de 2 ou 3 saisons dans ce pays, notamment sur le plan familial. Je le répète, c'est difficile. C'est instructif, enrichissant, mais c'est difficile. Au quotidien, donc voilà, j'ai côtoyé des entraîneurs, Accentis Jorgadze, surnommé Globus, qui est passé par La Rochelle, l'équipe de France, que j'ai côtoyé au Stade Toulousain aussi, et que j'avais aidé à atterrir en Afrique du Sud aux Sharks. Il souhaitait revenir en Europe. Il me paraît opportun de le faire venir et de l'associer à son binôme aux Sharks, Noël McNamara, qui est passé par l'Irlande, biberonné à l'école du Leinster, un parcours atypique, quelqu'un qui est prof de mathématiques, qui s'est mis au rugby, qui est devenu head coach des moins de 20 ans irlandais et patron de l'académie du Leinster. Une relation hyper forte entre les deux, une volonté pour les deux de revenir en Europe. Donc, et par rapport au projet qu'on voulait construire à l'UBB, je trouvais que ça avait du sens. Au projet de fonctionnement, au projet de jeu aussi. Donc oui, j'ai ramené ces 2 joueurs-là, mais j'ai importé aussi d'autres collaborateurs avec qui j'avais travaillé à Bayonne et à qui j'avais noué des liens professionnels et affectifs aussi, et d'autres qui avaient un vécu aussi bordelais important et qui me semblait essentiel pour renforcer l'identité du club. Donc c'est vrai qu'ici à l'UBB, je pense qu'on a un cocktail de coach qui est un peu international, mais qui est aussi tourné vers le futur, vers l'apprentissage. Et ça colle bien à ce que je voulais mettre en place ici, évidemment, et à la direction que voulait donner Laurent au club.
J'imagine que tu l'as bâti avec lui parce que c'est un président un peu atypique aussi. C'est un président qui était un peu manager quand même. Il recrute, enfin il regarde il a toujours été. Ça a été plus qu'une passion, ça a même été une occupation qui lui a pris beaucoup de son temps. Non, mais c'est un président propriétaire passionné qui a joué au rugby, qui connaît le rugby. Je pense qui a connu des galères aussi dans le rugby. Qui sait maintenant apprécier les bons moments, mais qui sait aussi que l'argent ne ramène pas les trophées obligatoirement. Donc, je pense que j'ai la chance de travailler avec un président élégant, et ça ne veut pas dire qu'on ne se fâchera pas, mais je pense que c'est un président élégant et que ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles je suis heureux d'être à Bordeaux. Ça veut dire quoi, élégant? Ben c'est un président qui a du savoir-vivre, qui connaît le monde du rugby, qui connaît les codes. C'est un président élégant, le mot c'est ça. Après c'est un président passionné, qui est propriétaire du club, qui a mis énormément de son énergie et de son argent depuis 15 ans. Donc il est normal que ce président soit impliqué. Et moi c'est parfaitement intégré dans notre mode de fonctionnement. Nos échanges sont nombreux, réguliers, ça n'exclut pas les engueulades. Évidemment. Mais oui, je suis frappé de la pertinence de Laurent sur ses études de joueur au travers de notre cellule de recrutement, oui. Et du temps qu'il y passe, si on considère qu'il a une entreprise de plus de 400 personnes à gérer à côté. Sur la composition du staff, on en parlait, tu as fait venir donc McNamara, Globus pour aller plus vite. Tu as aussi mis Christophe Lossuc qui était déjà au club. Tu l'as composé en concertation avec ton président ou tu as présenté ton projet? Enfin, comment ça s'est concrètement passé? Non, le président me fixe une mission avec des moyens et aussi une ambition, et il me demande de composer un staff. Naturellement, je lui soumets, il me donne son opinion. Mais à aucun moment, il ne m'a opposé. Avec une enveloppe budgétaire, quand même, j'imagine. Oui. Dont tu disposes librement? Librement. Ouais, il faut faire rentrer ça dans une bouteille. Hein, et si la bouteille déborde, il faut faire des choix. Hein. Donc il a fallu trouver des compromis entre l'affectif, la performance, la complémentarité des gens. Et Laurent, comme toujours, m'a donné son opinion. Mais il m'a dit, Yannick, c'est toi qui décides, mais je te donne mon opinion. Dans la mesure de nos possibilités budgétaires, parce que, évidemment, qu'à l'UBB, on n'a pas le budget sans limite, peut-être de certains clubs. Donc on est dans une forme de normalité par rapport à ça. Et un staff, ça se compose donc avec une recherche de compétences, un côté innovant, une recherche aussi de complémentarité, parce que on ne peut pas mixer, je pense, Globus, Accenture Gadzé, Noël McNamara, qui sont des entraîneurs très analytiques, très travailleurs, avec d'autres chirurgiens du jeu. Il faut aussi des coachs qui aient de l'affect, qui aient de la vie, qui aient de l'énergie, qui soient peut-être dans un registre différent. Donc je pense que, en tout cas, ce que m'a appris mon passé, c'est que la performance d'un staff, elle se fait aussi dans la complémentarité des gens. On ne pourra rien gagner qu'avec des Yannick Bohu, on ne pourra rien gagner qu'avec des Christophe Lossuc, mais peut-être qu'en mixant un peu les caractères des uns et des autres, les compétences surtout, on arrive à créer un cocktail sympa. Et jusqu'ici, indépendamment des phases de résultats qui sont plus ou moins bonnes, etc. Mais est-ce que tu es content du rendu, d'avoir Saumon d'un côté, Globus de l'autre Non, mais il faut des positifs, il faut des festifs, il faut des grincheux, il faut des analytiques dans un staff pour avoir un cocktail sympa. Bon, alors, le problème des cocktails sympas, c'est qu'il faut respecter les dosages, parce que des fois, ça te pète à la gueule, mais bon... non, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Évidemment qu'on ne fait pas toutes les choses bien à Bordeaux. On a plein de secteurs sur lesquels on doit s'améliorer. On est sur 3 jours d'alignement et on a plein de progrès à faire, c'est sûr. Mais on a un potentiel qui me semble important. On a une atmosphère de travail qui est positive. Je suis content du fonctionnement du staff. On doit mieux faire, c'est certain.
dans plein de domaines, mais pour 6 premiers mois, sans parler des résultats, si je m'attache au contenu, au mode de fonctionnement, j'ai la sensation qu'on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Tu as eu une situation aussi intéressante à gérer, je trouve, c'est l'intégration, le retour de Thibaut Giroud qui est rentré de la Coupe du Monde, forcément j'imagine affecté quand même par cette situation. Et comment tu l'as géré? Est-ce que tu as eu un traitement spécial? Comment ça s'est passé? Mais le traitement, non, pas de traitement spécial, un traitement qui correspond, je pense, à la façon dont on fonctionne, avec beaucoup d'honnêteté et d'attention. Thibaut était vraiment impacté psychologiquement, parce que c'était un acteur majeur du premier cercle et il avait d'autres ambitions post-Coupe du Monde. Donc, comme pour certains joueurs, on lui a laissé du temps. Et on a attendu qu'ils nous disent c'est bon, j'ai envie de revenir, j'ai envie de rebosser, j'ai envie de me replonger dans les plannings, j'ai envie de faire partie d'une aventure pour ramer avec le collectif. Et à ce moment-là, on lui a dit ok, Thibaut, ça repart. Pendant toute la période où il n'a pas été là, qui n'a pas été simple, il avait délégué à certains de ses adjoints les plus expérimentés. Donc c'était aussi intéressant à vivre. Voilà, moi je suis ravi d'avoir Thibaut aujourd'hui. Franchement, il fait preuve d'une... Donc je ne l'ai pas dit directeur de la performance, donc préparateur physique en chef, on va dire. Ouais, Thibaut il est directeur de la performance physique, c'est-à-dire qu'avec son équipe, il va couvrir tous les secteurs qui permettent de nous livrer des joueurs efficaces sur le terrain par rapport au projet de jeu qu'on a décidé. Donc c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur la science, qui cherche à mêler en permanence le développement athlétique des joueurs aux attendus rugbyistiques sur le terrain par rapport au projet que l'on porte. Donc il y a des interactions qui sont fortes, il y a des préconisations et des prédictifs aussi de travail qui parfois peuvent être contraignants pour les coachs, mais je pense que c'est le prix à payer pour avoir un travail intégré complètement au rugby. Donc Thibaut il accomplit ici un travail avec son équipe important, essentiel, dans l'ombre, avec beaucoup d'humilité aussi par rapport à ce qu'il a vécu. Et il se met vraiment au service de la perf de l'UBB. Voilà, j'ai envie de dire comme tous les gens qui sont dans le staff. Donc j'ai l'impression qu'on est bien équipé chez nous. Alors, et je te le redis, ça ne garantit pas le succès, parce qu'il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Et il y a plein d'équipes qui sont bien staffées, mais je pense qu'on fait partie de cela. Justement, l'évolution de ton métier là, depuis 2007, est-ce que c'est la part de plus en plus importante de la science, comme tu le disais, et notamment sur la préparation physique, et de la préparation physique par rapport on va dire, au temps passé sur le terrain, et notamment sur le point de vue technique. C'est-à-dire que souvent, le préparateur physique, il intervient pour te dire dans ce joueur, il est un peu trop, il va être un peu en surchauffe physique. Et est-ce que c'est la donnée qui a le plus évolué depuis ton début dans ce métier? Oui. Incontestablement, la part de la science aujourd'hui dans la prise de décision au rugby est peut-être ce qui a le plus évolué. Quand je dis la science, ça peut être la science physique, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la performance physique, mais aussi la science liée à la technologie pour analyser, coupler l'image avec les GPS, les accéléromètres, pour vraiment être au plus près de ce dont ont réellement besoin les joueurs. Voilà. Donc oui, ça a changé un peu notre regard des choses. Après, il s'agit toujours de s'adresser à des hommes qui doivent donner le meilleur pour un projet collectif avec des caractères différents. Et ça, c'est immuable avec, dans une équipe de rugby, 4 à 5 métiers complètement différents également. Donc c'est une vraie TPE, je dirais une vraie TPE, qui est alimentée par des données de premier plan. Tout est plus individualisé, parce que les joueurs aujourd'hui, c'est les nouvelles générations de joueurs
ont envie de comprendre pourquoi ils font les choses. Est-ce qu'elles ont réellement du sens? Est-ce qu'elles contribuent à leur développement personnel, à leur progression personnelle? Est-ce qu'elles contribuent à la performance collective de l'équipe? Donc il faut être capable d'expliquer ces choses-là, et pour les expliquer, il faut avoir un rapport objectif à la science. C'est indéniable. Voilà. Maintenant, on parlait ce matin avec ton papa, et les métiers n'ont pas changé par rapport à ça. Hein. Il s'agit toujours de faire des passes en arrière à 15, d'engager des épreuves de force en des moments, de trouver des espaces et de passer des bons moments après les matchs pour générer de la cohésion. Donc ça n'a pas changé. Mais le reste, oui, a beaucoup changé. C'est ce qui étend nos journées, étend nos préparations de match, étend nos débriefings de match, parce que c'est sans fin par rapport aux réponses qu'on peut apporter aux joueurs. On va dire, alors je précise, mon papa, ancien joueur et ancien entraîneur, donc d'un certain âge, et donc qui du coup était intéressé par cette technologie aujourd'hui au service du jeu. Et le problème de la data aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir faire le tri. Le fait d'avoir connu un peu les deux cultures, c'est ça qui fait qu'on est un manager mûr. Un manager, comme je t'ai dit, qui se nourrit de ce qu'il a vécu. Oui, mais il faut savoir en laisser, j'imagine, voilà, de la data. data. Au début de l'apparition de la science, des GPS, de l'analyse poussée individuellement, j'ai envie de te dire, sur les années 2012, 2015, je me suis probablement jeté trop là-dedans, avec une envie de maîtriser beaucoup de choses et d'être un peu trop clinique. Je pense que certaines autocritiques sont nées de ça aussi. Le fait d'avoir vécu aussi avec Bayonne dans un autre moment de ma vie, le besoin de jouer avec des jeunes joueurs issus de l'académie, avec un appui total sur le centre de formation du club et peu de moyens, m'a fait comprendre aussi que la part d'affect, la capacité à être au soutien des joueurs et de partager des moments importants affectifs avec eux pouvait aussi conduire à une partie importante de la performance. On ne peut pas se comporter en chirurgien 24 heures sur 24 avec un groupe qui est en difficulté. Donc voilà, ces parcours de vie font, je pense, que je suis aujourd'hui, et je vais encore apprendre beaucoup de choses. Hein. Peut-être que je vais me faire virer de Bordeaux et que je ferai une autocritique et que je serai encore meilleur dans mon prochain challenge. Mais oui, je me suis jeté dans la donnée. Oui, j'ai aussi, je pense, découvert d'autres aspects de la performance. Et je crois qu'aujourd'hui, j'arrive à faire une meilleure synthèse de ce qui est réellement important. Et comment moi je veux utiliser la donnée. Je m'appuie aussi beaucoup sur Thibaut, qui lui a aussi une vision très anglo-saxonne de l'utilisation de la data dans son prédictif. Et on essaye de faire du mieux qu'on peut, tout simplement. Par exemple, est-ce qu'il arrive que Thibaut interfère sur une séance de jeu d'avant, imaginez sur les rucks, il voit qu'un avant a fait trop de mètres par rapport et il te dit non, il faut qu'il arrête. Non, parce que la démarche, elle est contraire. Aujourd'hui, Thibaut, il n'est pas en surveillant d'entraînement pour proposer des compléments à ceux qui n'ont pas assez couru en fin de séance, mais il va plutôt être en maître d'œuvre de la préparation des séances, en s'engageant sur un prédictif, en nous demandant de concevoir une bibliothèque d'ateliers et d'exercices qui vont générer une certaine distance courue, un certain nombre d'accélérations et un certain volume de données. Donc en fait, il est très actif dans la préparation des séances, de manière à ce qu'il n'ait pas à compenser les séances en fin d'entraînement. Donc oui, il y a eu une période de tâtonnement, on est à 6 mois presque de fonctionnement, 4 mois avec Thibaut de fonctionnement en commun. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut mieux faire, mais on a clairement bâti une bibliothèque d'exercices dont on sait quasi exactement ce qu'ils vont générer en termes de data. Et donc on s'appuie sur ça pour coller au prédictif que nous impose Thibaut, que nous suggère Thibaut en début de semaine, parce que tout est toujours... Donc c'est pas simple toutes les semaines et il arrive qu'on se trompe. Hein.
parce qu'on a des coachs qui arrivent de cultures différentes, parce qu'on essaye des choses et finalement le rendu data d'une séance n'est pas celui qu'on escomptait. Et donc on n'est pas content, on le dit, et la fois d'après on essaye de s'améliorer. Voilà, c'est plutôt dans ce fonctionnement-là qu'on est. Ça veut dire que tu co-construis avec Thibaut, avec les autres adjoints, j'imagine, mais que tout est un peu prévu dans la semaine. C'est-à-dire le contenu même des séances, il n'y a pas place à une petite improvisation, un exercice? Non, très peu. Très peu. Très honnêtement, c'est le parti pris. On essaye d'anticiper au maximum ces schémas d'entraînement et on essaye d'arriver à nos fins d'entraînement avec des données prévues et prédictives qui matchent au maximum et on débriefe ça pour s'améliorer et ce n'est pas toujours le cas. Alors, il est possible qu'un entraîneur gueule et dise bon, en l'occurrence, moi, c'est pas grave, on en fait plus longtemps parce que effectivement, je sais pas, je sens qu'il y a un besoin, mais voilà, pour l'instant, depuis les 4-5 mois qu'on a passé ensemble, 6 mois pour ceux qui ont démarré plus tôt, très franchement, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir un pétage de plomb comme ça sur une séance. Tu es arrivé dans un nouveau club, donc l'UBB, c'est un nouveau territoire. Comment toi tu t'es imprégné de la culture locale et en quoi elle influe sur ton management et voilà, sur ton métier par rapport à ce que tu faisais à Bayonne ou aux Sharks ou à Toulouse? En multipliant un petit peu les rendez-vous, les contacts. Honnêtement, quand je suis arrivé à l'UBB, j'étais pas capable de dire voici mon plan d'action, voici la façon dont je veux fonctionner. J'avais une vision de la façon dont on voulait jouer, attaquer, défendre, se comporter en termes de travail sans ballon. Mais par rapport au projet global sportif du club, j'avais besoin de passer du temps avec les gens. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus à même de comprendre comment fonctionne l'UBB, qui est un club jeune, créé en 2006, qui est bâti sur 3 associations. Le CABBG, le Stade Bordelais, l'association UBB pour l'équipe Espoir et le centre de formation. Donc beaucoup d'intervenants, une identité qui est parfois mélangée entre une histoire glorieuse du Stade Bordelais, du CABBG, une absence de trophée pour l'UBB et une quête, une ambition d'aller chercher quelque chose. Donc tout ça, ça doit se mettre en ordre, ça doit fonctionner ensemble, ça doit valider une vision globale. Donc on est à ce moment-là où on a appris à se connaître. On essaye de travailler à cette vision globale et ce projet de club. Et je répète, l'UBB a été créé en 2006, a accédé au top 14 en 2011, première participation à la Coupe d'Europe en 2015. Et malgré tout, on est concurrent du Stade Toulousain qui va peut-être fêter ses 120 ans cette année. Donc on a de l'ambition, mais on a aussi encore beaucoup de choses à apprendre et un projet qui va se façonner mois après mois. Bon, j'avais envie de faire un petit questionnaire, là, un peu de transition. Voilà, j'ai appelé ça le questionnaire manager. Le manager de notre sport avec qui tu aimerais travailler pendant une saison? De notre sport? Ouais. Il y en a 2, mais j'aurais vraiment envie de côtoyer un an Jürgen Klopp. Voilà, je ressens... Il est libre, hein. Il est libre. Là, je pense qu'il est un peu cher. Il est un poil cher pour nous. Non, je sens qu'il dégage quelque chose. Puis son parcours de joueur moyen, qui a pris des équipes en difficulté, qui est monté, qui est descendu quand il était en Allemagne, puis qui a connu le succès dans une deuxième partie de sa carrière, qui est devenu irrésistible avec Liverpool. Non, c'est un parcours qui est très inspirant. C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais, avec qui j'aimerais passer du temps. Bon, mais voilà. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais malheureusement c'est du conditionnel. Jürgen, si tu nous entends. Et t'avais dit un deuxième? Ouais, le deuxième c'est évidemment son pendant, c'est Pep Guardiola, dans un registre différent,
bouillant, mais visionnaire, précurseur sur le jeu, strict sur ses schémas de jeu, peut-être moins dans le management affectif du groupe, plus directif, mais plus avant-gardiste aussi sur les plans de jeu. Le manager-entraîneur en chef qui t'a marqué? Incontestablement, c'est Guy Novès. J'ai passé 18 ans au contact de Guy, je l'ai eu entraîneur, ça a été mon patron quand je suis devenu adjoint. Donc moi, il m'a appris beaucoup de choses. Et dans une période, on a beaucoup gagné avec Toulouse. Donc je te disais, on est le produit des expériences qu'on a vécues. Et Guy, oui, il n'était pas dans la data, oui, il n'était pas dans la science. Mais sur le développement personnel des joueurs, moi c'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses et qui compte toujours dans le regard qu'il porte aujourd'hui sur les performances de l'UBB, même s'il est sorti du rugby. Ça veut dire que le consulte, parfois vous vous appelez, vous en parlez, ça peut arriver? Oui, ça arrive régulièrement. Ouais. Quand on passe trop par le sol et qu'on ne joue pas assez debout, je sais que j'ai des appels à l'absence de Guy Novès. La plus forte personnalité avec qui tu as travaillé? Celle qui m'a le plus marqué en termes de joueurs, je ne vais pas être original, mais même si j'ai côtoyé qu'une saison, honnêtement, c'est Sia Colissi. Je sais qu'il est accro des réseaux sociaux, mais je vous promets, il est comme ça. Il a une énergie tellement incroyable en lui et il a vécu tellement de temps dans un township et il mesure tellement aujourd'hui la chance qu'il a d'être aussi confortable dans sa vie de sportif. Et voilà, donc je pense que, bien sûr, on est un peu dans le cliché, mais lui, c'est la réalité de sa vie, des sacrifices qu'il a fait, du travail qu'il a fait. Mais bon sang, et heureusement qu'aujourd'hui il est heureux et qu'il profite de ça et qu'il le montre et qu'il est très démonstratif parce qu'il est comme ça. Et donc moi j'ai été marqué par la sincérité de ce personnage-là et de son talent de joueur et le fait qu'il a aussi gagné 2 Coupes du Monde. Donc ça renforce l'épaisseur du personnage. Le plus passionné, notamment des coachs avec lesquels tu as collaboré? Je pense que c'est Jacques Brunel. Je dis ça pas parce que j'étais obligé de citer un Gersois, mais non, j'étais à un moment de ma carrière où j'étais en échec au Stade Toulousain. Je venais de passer 4 ans au Stade Toulousain, on me fermait la porte du haut niveau. J'ai dû partir m'exiler à Colomiers et j'ai passé 2 ans très intéressants avec un entraîneur qui vivait avec des moyens qui ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui, mais qui avait une passion intacte pendant le match, après le match, au digestif et sur la 3e mi-temps. Mais c'est ça la passion. Et il a été aussi innovant dans le système de bloc sur lequel s'est appuyée l'équipe de France dans les années 2000. Donc je pense que c'était l'entraîneur le plus passionné. Peut-être pas le meilleur entraîneur, mais en tout cas un moment de ma vie où j'ai découvert une passion un peu supérieure à ce que j'avais connu jusqu'alors. Le meilleur technicien que tu as côtoyé en tant que coach? Je pense que c'est ceux avec lesquels je travaille aujourd'hui. Non, mais honnêtement, tu es impressionné par... j'ai toujours, comme je t'ai dit, j'ai toujours été un gars organisé, à la recherche d'évolution, mais je pense que j'ai toujours eu le souci du détail et cette organisation-là collait bien avec le travail défensif. J'ai souvent participé au travail défensif des équipes, mais j'ai découvert chez Noël McNamara un niveau de technicité sur notre jeu d'attaque qu'honnêtement j'avais jamais côtoyé chez un coach français. C'est une des raisons pour lesquelles je lui ai demandé de nous rejoindre à l'UBB. Parcours atypique, professeur de maths, qui s'est lancé dans le rugby. Et je pense qu'en termes de technicité, le rugby irlandais a un temps d'avance sur nous. Ces techniciens sur l'attaque ont un temps d'avance sur les nôtres. Et Noël, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de convaincre Noël de nous rejoindre ici à Bordeaux.
Quand tu dis technicité, c'est quoi? C'est sur le geste technique, c'est sur l'organisation collective? Est-ce que tu peux préciser Ouais, pour la ceux qui ne connaissent pas forcément? la technicité, pour moi, c'est le souci du détail, la recherche d'innovation, un côté avant-gardiste qui soit ou sur le geste, les positionnements sur le terrain et les solutions qu'on doit apporter avec une vision à 2 ou 3 temps au-delà de l'action qu'on est en train de vivre à présent. Donc c'est un souci du détail sur les joueurs, leur placement, leur course, le geste et l'anticipation de ce qui va se passer sur les phases d'après. Donc je pense que le mot qui colle à ça, c'est une organisation générale des joueurs. Voilà, que j'avais jamais côtoyé avec des techniciens français jusqu'alors. La phrase ou la devise d'un manager qui t'a marqué? La phrase, une phrase qui était marquée dans un bureau, elle n'est pas de lui, mais qui était marquée au-dessus du bureau, où j'ai passé beaucoup de temps de ma vie, et il y avait écrit tout homme qui prend une décision a contre lui inévitablement ceux qui pensent le contraire. Ceux qui pensent le contraire et plus dangereux encore, la grande armée de tous ceux qui ne font rien. C'est une phrase que je garde parce que souvent quand il faut prendre une décision, des fois on peut être un peu timoré, on peut avoir peur du regard des autres. Donc on a inévitablement contre nous ceux qui pensent le contraire, qui sont diamétralement opposés, et on aura aussi forcément tous ceux qui font rien, qui ne prennent pas de décision. Donc il faut avoir le courage de trancher, d'afficher son opinion par moment. Donc c'est une phrase dont je me souviens souvent. C'est pas celle qui guide tous mes choix, parce que j'en ai d'autres. Mais voilà. C'était dans quel bureau? C'était dans un petit bureau où j'ai passé 5 ans de ma vie d'entraîneur. Ok. Dans la région parisienne? Dans la région parisienne? Non. Non. Dans la région toulousaine? Ouais. Voilà. Un discours d'avant-match, un de tes discours d'avant-match que tu auras encore en tête et qui a été important, toi en tant que coach depuis 2007? Bon, discours d'avant-match, naturellement, ça réduit le champ à la période où j'étais entraîneur en chef, parce que les discours d'avant-match, c'est souvent l'entraîneur en chef qui les fait. Un moment où j'étais vraiment dans un plaisir important partagé avec les joueurs, c'est la réaccession en top 14 à Bayonne, dans mon dernier match avec Bayonne en fait. À Montpellier, avant la finale face à Mont-de-Marsan, une année difficile parce qu'on ne mesure pas le traumatisme qui règne dans une équipe psychologique quand on descend de top 14 à Pro D2, et on le voit si vous regardez aujourd'hui ce que vivent certaines équipes qui ont vécu ce traumatisme, la difficulté pour se remettre en selle et remobiliser les joueurs. Donc une année dure, conclue par une union magnifique entre le staff, l'ensemble du staff, les joueurs, un niveau de connexion rugbystique, mais aussi un niveau de connexion affective qui était très élevé, et un discours que j'avais envie de faire basé sur le plaisir et la confiance en soi, que j'ai aimé et que je garde. Voilà, parce que c'était la conclusion d'une aventure humaine franchement incroyable, qui fait partie de mes meilleurs souvenirs de manager, d'entraîneur. Donc voilà, on peut aussi atteindre des points hauts dans l'émotion sans être au plus haut niveau de performance. C'est-à-dire, c'était pas le titre de champion d'Europe, c'était pas la finale de la Coupe du Monde, c'était pas une finale du championnat de top 14, c'était juste une finale de Pro D2, mais qui représentait beaucoup. Et c'est pour ça que mon cheminement à Bayonne aussi m'a appris beaucoup de choses et m'a façonné aussi en tant qu'entraîneur. Mais ce discours-là, tu y avais seulement pensé et puis les mots sont venus, ou alors tu l'as écrit, tu l'as préparé dans la semaine, enfin comment? Non, ce sont des moments, les entraîneurs qui sont dans l'exercice comprendront, mais il y a des moments où on prépare les interventions, et il y a des moments
on sent les choses, l'atmosphère est bonne, les planètes s'alignent. On a envie de se dire des choses, les mots viennent à la bouche parce qu'on est sincère avec les joueurs. Donc voilà, c'était un des moments où on ne cherche pas à tout contrôler, où il y a une atmosphère qui s'instaure et on a juste envie de bien faire. Donc voilà, ce sont des moments où justement on est en perte de contrôle et on dit vraiment ce qu'on pense. Et il y a peu de moments dans ma carrière d'entraîneur où j'ai été dans cet état-là. Et ça s'est bien terminé puisqu'il y avait eu une victoire assez large. En plus, tu as pu en profiter sur le bord de la touche. Dernière petite question dans ce petit questionnaire que j'ai appelé manager. L'entraîneur en chef du rugby actuel, numéro 1, que tu aimerais intégrer dans ton staff comme adjoint, un peu comme tu as des numéros 1, là, tu as Christophe Lossuc qui a été numéro 1 à Mont-de-Marsan pendant longtemps. Voilà, quel numéro 1 actuel tu t'intégrerais bien? Bon là, si je prends 20 secondes pour réfléchir, je pense que j'intégrerais bien Andy Farrell. Ben ouais, j'ai aussi appris un truc, c'est que la peur des batailles d'ego ne doit pas doubler le besoin de compétences dans un staff. Et je pense que c'est quelqu'un, de par ce qu'il a amené sur le plan défensif à l'Irlande, au Lyon britannique, et aujourd'hui la façon dont son équipe s'exprime, ses interactions aussi avec les joueurs, me font penser qu'il doit être d'une grande plus-value pour un staff. Donc Andy, si tu nous écoutes, il y a un poste d'adjoint, t'attends à l'UBB. Voilà, il y a même un de ses joueurs, Hansen, qui s'est quand même fait tatouer sa tête sur la cuisse quand même. Ah bon oui, après le Grand Chelem 2023, il avait parié, il l'a fait. Donc voilà, ça c'est quand même peut-être le summum pour un manager, avoir un joueur qui se fait tatouer. Bon, il a beaucoup de tatouages, Mac Hansen. Il est australien et il a l'air d'être assez original. Si tu devais, on va dire, qualifier ton travail, tu as une méthode ou pas? C'est une question difficile. Oui, on a une méthode. Je pense que 80% des coachs de haut niveau aujourd'hui fonctionnent quasiment sur le même schéma de semaine. Donc, est-ce que c'est ça qu'on peut appeler méthode, avec une première partie de semaine basée sur le débriefing de la performance passée, la projection sur la performance future, avec besoin de récupération, beaucoup d'entretiens individuels, aussi de préparation du plan d'action pour le match à venir. Donc une première partie comme ça, jusqu'à un milieu de semaine basé sur nous et ce qu'on veut accomplir sur le match à venir avec une intensité maximale. Une fin de semaine basée sur la prise en main et le leadership des joueurs et un accompagnement des coachs jusqu'au match. Donc voilà, je pense que la plupart des coachs aujourd'hui du monde professionnel fonctionnent comme ça. Donc est-ce qu'on peut parler, c'est pas une méthode à moi, à nous, mais c'est une méthode à nous et à moi, puisque ici, tout ça, c'est la façon dont on l'anime. La connexion au projet, aux hommes en permanence tous les jours, qui fait que c'est la nôtre. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de benchmarks, les voyages, les interactions avec les coachs internationaux font que tout le monde sait comment tout le monde s'entraîne et se prépare. Tout le monde connaît même quasiment les compositions d'équipe des adversaires le lundi ou le mardi. On ne peut rien cacher aujourd'hui. C'est difficile. Donc il y a WhatsApp, il y a Huddle, il y a Internet, il y a les messages, les diffusions de messages privés, Instagram. Donc voilà, il y a une uniformisation des méthodes d'entraînement, mais par contre, cette méthode ici, c'est la nôtre, puisqu'elle s'inspire de tout ça. Elle est aussi la nôtre parce qu'elle est le fruit de nos expériences, et au milieu, il y a ces entretiens individuels qui font que le projet il vit avant tout avec les hommes et après avec les joueurs de rugby. La grande différence avec ton poste de numéro 1 à Bayonne,
c'est que tu as peut-être plus d'ego à gérer aujourd'hui. Tu as des joueurs peut-être d'un plus haut calibre, le dernier arrivé étant Damien Penaud. Est-ce que ça, c'est une nouvelle difficulté ou en tout cas, et comment tu l'appréhendes? C'est-à-dire comment tu fais pour désamorcer les petits aléas des égos? D'abord, il faut partir d'un constat, c'est que les très grands joueurs et les meilleurs joueurs, ce sont souvent les plus professionnels. Parce qu'ils savent que leur performance passe par la préparation. Leur préparation physique, leur préparation mentale, leur préparation technique par rapport au plan de jeu. Donc, c'est déjà c'est plus facile d'entraîner du Sautoir, Jalibert ou Penaud que des jeunes espoirs ou des joueurs en développement. Ce sont quand même des joueurs structurés qui connaissent le chemin vers la perf. Donc ça, c'est une donnée importante. Après, la différence avec ces joueurs-là, c'est que, de mon point de vue, ils ont deux soucis: la réussite collective de l'équipe et le projet collectif, gagner des titres avec leurs potes, leurs copains, mais aussi une cible qui est la capacité à atteindre des objectifs personnels élevés, l'équipe de France, gagner des trophées au niveau mondial, qui relève plus de leur image individuelle, mais qui est aussi nécessaire. Donc voilà, la différence c'est qu'il faut, et c'est humain, et c'est normal, et on fonctionnerait tous comme ça. Donc je pense que le job des managers que nous sommes est de bien comprendre dans quelle dynamique on se situe, faire comprendre aux joueurs qu'il y a des moments de la saison où on doit être tourné vers la performance collective du club, et il y a des moments de la saison où ils peuvent être égoïstes et penser à eux. Et à partir du moment où ces deux chemins sont clairs, je crois que c'est pas compliqué de driver Damien, puisque tu me parlais de Damien, parce qu'il est autodéterminé, il sait ce qui lui permet de gagner, ce qui lui permet d'être dans les meilleurs joueurs du monde. Et nous, en fait, on l'accompagne. Alors ouais, ça ne veut pas dire que des fois, on n'a pas débriefé des performances qui sont négatives ou qui nous ont déçus, pas du tout. Mais par contre, ce sont des champions, donc ils acceptent la critique. Et les meilleurs joueurs, tous les meilleurs joueurs que j'ai eu la chance d'entraîner, ils sont toujours demandeurs du plus haut niveau de critique. Parce qu'ils veulent atteindre le meilleur niveau de perf. Et j'ai envie de te dire, c'est pas ces entretiens-là qui sont les plus durs. Parce que ce sont des joueurs, quand ils arrivent à l'entretien, ils savent. Ils savent s'ils ont été bons ou s'ils n'ont pas été bons. Et ils ont absolument pas envie que tu essayes de leur faire croire que c'était pas si mal alors que le match a été nul. Donc, non, c'est une fausse idée. C'est assez facile de les coacher. Et quand entre eux il y a des bisbilles ou des tensions, comment toi tu es là, comment d'abord elles te remontent et comment tu arrives à les désamorcer? C'est là où je te disais que manager, pour moi, une équipe de rugby, c'est aussi souvent dans la semaine s'adresser à des hommes qui sont des joueurs de rugby. Et donc, voilà, il suffit d'avoir un socle de valeurs important, basé sur la confiance, le respect, l'honnêteté, et voilà. Et ça m'arrive d'avoir des entretiens avec des joueurs où je leur dis, là, tu es en train de faire passer ton ego avant les intérêts de l'équipe. Et ce n'est pas le contrat de départ que l'on a. Et comme ça arrive à des joueurs de me dire, Yannick, tu nous avais dit qu'on fonctionnerait comme ça, et là j'ai l'impression que tu n'es pas en train de fonctionner comme ça. Ces échanges-là, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté. On ne fait pas tout bien à l'UBB. Mais les joueurs, ils ne sont pas tout le temps bons non plus. Voilà, donc on apprend et on progresse. Et puis voilà, et ça marche comme ça. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on a des convictions qui parfois ne sont pas les bonnes et qu'on change de méthode à certains moments. Le tout, c'est de faire les choses avec confiance, honnêteté et envie de progresser. Voilà. Et les joueurs et les champions qu'on a, même s'ils ont de l'ego, ils sont là-dedans. Ou alors c'est qu'on s'est trompé en les choisissant. Et là, l'erreur, elle est plus grave. Et une des missions importantes qui me revient et qui revient à Laurent Marty, c'est de choisir les bonnes personnes pour entrer dans ce projet. Ça, c'est une étape importante. Parce que c'est là où on peut générer de gros frottements lorsqu'on s'est trompé sur la personne. Sauf que toi, là, tu arrives dans un projet où il y a déjà des joueurs, des contrats, tu ne peux pas arriver, tu pars pas de zéro. Tu prends un groupe en cours. C'est plus dur, là. Oui, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'un projet prend réellement forme après 24 mois.
par le jeu des contrats, par la façon dont on façonne un effectif, et un effectif a une habitude de fonctionnement, comprend une méthode. Et on le voit partout. Les entraîneurs qui gagnent, ce sont ceux qui sont passés très près de la guillotine et arrivent à consolider un message après un certain nombre de saisons. Mais ça se vérifie partout. Voilà, oui, et voilà. Mais c'est l'histoire du sport pro, je pense. Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il te faut, on va dire, des relais qui sont des leaders où tu partages un peu le leadership, on va dire, comme ça, et puis des relais, des leaders qui ont des compétences chacune, un technique, l'autre un leader de vie, leader de vestiaire. Comment est-ce que ça tu le répartis ou ça se fait naturellement? Non, je ne vais pas expliquer à tout le monde comment on est organisé ici à l'UBB, mais j'essaye. on a évidemment qu'on a des groupes de leadership dans différents domaines, voilà, où certains joueurs sont choisis par les joueurs, d'autres choisis par le management, pour qu'on soit toujours dans une forme de justice par rapport aux décisions qui sont prises in fine. Mais ça, voilà, beaucoup d'équipes fonctionnent aussi comme ça, et si je l'ai adopté ici, c'est que je l'ai vu fonctionner ailleurs aussi. Voilà. J'avais été surpris à Toulouse en discutant avec certains de tes anciens coéquipiers qui avaient beaucoup de sélections, qui disaient qu'en gros, il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec Guy Novès en dehors de la partie technique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déjeuner, de moments un peu de partage en dehors de l'aspect purement professionnel. Ouais. Est-ce que c'est le cas aussi aujourd'hui? Non, c'est différent. Les frontières se sont cassées et les murs ont été percés, en tout cas dans l'alignement des joueurs, du staff et du manager. On a un fonctionnement qui est beaucoup moins vertical, on est un petit peu plus à côté aujourd'hui des joueurs, et d'où aussi l'existence de partage, de moments, d'affection, de dîner, de déjeuner. Voilà, mais c'était aussi une autre époque. Voilà, moi j'ai travaillé avec Guy de 1999 à 2007 en tant que joueur, et de 2007 à 2012 en tant qu'entraîneur. 2007-2012 c'était le début de l'arrivée des nouvelles techniques de management, où on cherchait tous des formules un peu rationnelles de fonctionnement. Avant ça, tout était très descendant. Guy à Toulouse, c'était Alex Ferguson. Par le nombre de trophées, par le palmarès, par l'épaisseur de la personnalité. Il était aussi naturellement moins accessible que les coachs de maintenant, et qu'on l'est tous, je pense, avec nos joueurs. Voilà, donc c'était une autre époque, c'était un autre temps, c'était d'autres joueurs, c'était une autre éducation aussi, une autre société aussi. Et c'est pour ça que rien n'est transposable. Je pense qu'il ne faut rien oublier, mais rien n'est totalement transposable, que ce soit en France dans les époques, que ce soit par rapport à ce qu'on a vécu dans d'autres pays. Il faut façonner sa propre recette, et voilà. Ça veut dire qu'il t'arrive de dîner avec Mathieu Jalibert ou Max Lucu de façon, on va dire, non professionnelle, entre guillemets, de façon amicale? Oui, clairement. Clairement, et eux ou d'autres, parce qu'ils sont très importants pour la performance du UBB, mais il n'y a pas que non plus, ils ne sont pas plus importants que d'autres joueurs qui sont dans la... Voilà, avec qui je ressens le besoin d'échanger. Donc, il n'y a pas que moi qui le fais, les coachs le font aussi, et on encourage aussi les coachs à le faire, parce qu'il faut qu'on arrive à développer cette relation de confiance. Le fait de les avoir récupérés, tiens, je parle des internationaux, après une Coupe du Monde où ils ont été forcément meurtris, toi t'es arrivé, vous avez pu, c'est pas évident, on va dire, de remonter, de repartir sur une aventure, voilà, et de se connaître dans des situations comme ça. Ça c'est bon, on a vu sur le terrain que ça s'était bien ajusté, mais ça a été plus compliqué que tu le pensais? Non, parce que
là encore, tous les interactions qui étaient un peu meurtries, avec l'ensemble du staff, on leur a laissé le temps de digérer. Et c'est uniquement quand ils ont dit « Ok, je me sens bien qu'on les a réintégrés dans le projet ». Après ça, bon, mais, comme dans tous les projets, ça démarre avec un keynote ou un PowerPoint. Et en fait, mais ce qui est important, en fait, c'est la façon dont on le vit au quotidien, les actes, les discussions, et jour après jour, la façon dont on se comporte, dont les joueurs se comportent aussi, qui crée quelque chose. Et puis ça s'est bien passé. Et puis on a eu, je pense qu'on a balbutié aussi. Au début, on a eu une période de flottement, on n'a pas gagné les matchs. On a été un peu en difficulté. On est redescendu à la 8-9e place. Et après, ça s'est enclenché. On a eu une performance importante à Oyonnax, un résultat important à Oyonnax, où ça aurait pu nous fuir, mais je pense que ça aurait été immérité. On a gagné 4 essais à 2, je crois, donc bon, c'est quand même un signal à l'extérieur. Donc voilà. Derrière, on a enchaîné sur une très bonne performance au Connacht. Et là, les choses se sont alignées. Effectivement, le fonctionnement a été validé par des résultats. Et ça a été important pour consolider nos interactions. Donc, ouais, donc ça s'est fait petit à petit, même si au début on a eu des difficultés sportives. L'entraîneur, c'est comme un président, il faut qu'il réussisse ses 100 premiers jours quand il arrive dans un club. Ouais, disons que s'il ne réussit pas, il a quand même plus de chances de recevoir un courrier du président recommandé. Voilà. Ouais, c'est un peu comme les 100 premiers jours du président de la République, sauf que il a des gens au-dessus qui peuvent le désinvestir rapidement. Donc il y a cette pression qui est quand même quotidienne sur les résultats immédiats. Bon, on va bientôt terminer, mais à la fois, voilà. L'entraîneur est entraînant. Est-ce que l'entraîneur est entraîné? Est-ce que tu as un coach? Ah, j'ai des gens avec qui je discute, évidemment. Hein. Moi, depuis que j'étais joueur et que j'avais des difficultés à lancer le ballon en touche, j'ai cherché à m'équiper avec des ressources extérieures qui m'ont aidé à structurer ma pensée, à aligner, à travailler sur l'imagerie mentale, sur mon stress, sur aussi mon processus de travail. Donc, ça fait maintenant 2003, on va dire 2003, on est en 2023, ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec une personne en qui j'ai confiance et qui porte un regard sur le joueur que j'étais, sur l'entraîneur que je suis devenu et qui a aussi une très grosse connaissance du sport de haut niveau. Et je pense qu'on a tous besoin d'aller vers des méthodes de développement personnel, des conseils. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait tout au départ et qui a besoin de personne. Ou alors, en tout cas, c'est pas moi, cette personne-là, c'est pas moi. Donc oui, je m'appuie sur des ressources extérieures. À raison d'une fréquence déterminée? Non, il y a une relation de confiance avec des messages, des images, des suggestions de lecture, des pensées qui m'aident à renforcer mes convictions, qui m'aident à retrouver aussi mon chemin des fois quand le doute est là, parce que le doute il est souvent là hein, pour un coach. On perd presque autant de matchs qu'on en gagne. Si tu regardes le top 14 aujourd'hui, voilà, la marge elle est quand même très fine, ou la marge est même très fine entre la victoire et la défaite. Hein, donc c'est important d'avoir des gens qui nous aident à structurer et à baliser le chemin. En tout cas, moi j'y crois. Et j'ai pas la prétention de dire que je sais tout et que je connais tout sur tout. Et encore une fois, l'ensemble des choses auxquelles on touche dans notre quotidien d'entraîneur, de manager, cette palette est vachement large.
Dernière petite question avant de passer à un dernier petit questionnaire. Le terrain, en tant que joueur, t'a apporté des émotions. Qu'est-ce qui t'apporte le plus d'émotions aujourd'hui en tant que manager? L'émotion, elle est dans la construction du chemin et l'atteinte des objectifs. Moi, je suis comme... aujourd'hui, je suis à l'UBB, on est dans une quête et une ambition. Comme un gars qui va à la chasse ou qui va à la pêche, il faut attraper une proie. Et nous, on a besoin, on a envie d'attraper un trophée. Voilà, et le dire, c'est pas manquer d'humilité parce que je sais qu'il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Et qu'il y a beaucoup d'équipes qui se préparent pour le gagner. Mais on est dans cette excitation, dans cette émotion, d'essayer d'articuler les choses jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour être sur le chemin et être prêt pour le sprint. Donc ouais, ça génère une adrénaline, une émotion particulière. Alors c'est une émotion par procuration, on n'est plus joueur. Mais je te l'ai dit, je pense que je suis privilégié d'être dans ce projet et j'espère que j'aurai la chance d'atteindre l'objectif. J'ai l'impression que le manager sur la touche, il faut toujours qu'il ait un temps d'avance. Voilà, pour essayer d'imaginer ce qui va se passer. Donc même dans l'émotion, il ne peut pas trop profiter de son émotion en fait. Il est toujours en se dire, il y a le match d'après. Non mais c'est ça, c'est complètement ça. Et ces matchs-là, ils sont très rares. C'est pour ça que je te disais, une de mes plus belles émotions, c'était un match quand tout s'est arrêté. Et j'ai même coupé le cordon avec le rugby français pendant un an. Parce qu'on apprécie la victoire pendant 12 heures ou 24 heures. Parce qu'immédiatement, dès qu'on a gagné, on reprend la pression de la préparation du match d'après qui est encore plus important. Puisque tu vois qu'en top 14, il y a 6 points qui séparent le 4e du 10e. Donc on est là-dedans. J'aime bien faire allusion à la course de bobsleigh, où en fait ça s'arrête jamais. Et tu as très peu de temps pour lever la tête. Donc oui, on est tout le temps dans la préparation du match d'après, donc dans la retenue. Parce que tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Voilà. Oui, mais justement, parce que j'ai l'impression que la com aussi, elle est toujours très mesurée, voire un peu formatée, Ben oui, parce que j'ai l'impression que vous vous adressez d'abord aux joueurs. Quand vous êtes, quand je dis vous, les managers, voilà, il n'y a jamais un moment où vous dire ah, super, on a bien joué, on a été bon, mais il faut toujours dire, j'ai l'impression qu'il y a toujours un message qui est un peu de communication interne vis-à-vis de. Non, alors non. Les managers, chaque manager a son fonctionnement, hein, peut-être. Moi, j'ai pour habitude de faire passer mes messages d'abord aux joueurs et je pense qu'ils savent tous ce que je pense. Et je ne crois pas utiliser la presse pour faire passer des messages subliminaux à mes joueurs. Mais il y a plutôt une forme de retenue, par respect par rapport à celui qui a perdu, l'adversaire qu'on a battu, et également par rapport à l'adversaire qu'on va rencontrer, parce qu'on sait très bien que un ballon de rugby, c'est imprévisible, et des fois les rebonds peuvent être défavorables, donc on ne peut pas tout maîtriser dans un match de rugby. Donc je pense que tous les coachs sont conscients de ça, et on garde un certain niveau d'humilité par rapport à nos réussites. Bon, une petite question que j'appelle RSE entre guillemets. C'est un peu, si tu veux nous parler d'une association qui peut-être te tient à cœur ou voilà, de quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le sportif, mais qui est plus caritatif. Est-ce qu'il y a une association à laquelle tu penserais? T'as 30 secondes, hein, on est... Après, on peut... Bon, j'ai un autre petit questionnaire en attendant. Réfléchis à ça. Non, mais si tu veux, comme beaucoup de gens privilégiés que je suis, je donne à beaucoup d'associations et enfin, à celles dont je juge l'activité utile. Voilà, je ne suis pas très original, hein, il y a tellement de conflits dans le monde. Je donne à l'UNICEF, je donne à Médecins sans frontières. Et c'est vrai que quand on ouvre le journal ou BFM TV tous les jours, c'est vrai que on se dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin de moyens que nous. Je ne suis pas original en disant ça.
voilà, cet esprit un petit peu solidaire qui quand même dans le rugby est important. Alors, les assos, il y en a plein, je ne suis pas très original. Mais bon, voilà, j'encourage les gens, quand on vit bien, à se demander des fois ce que signifie une somme d'argent pour des gens qui sont dans un besoin absolu, donc, et à encourager tous les gens à donner un peu. Petit questionnaire post-scriptum sur ton livre de chevet, est-ce qu'il y en a un? Ouais, il y en a plusieurs, je change. Parce que je me couche un peu tard le soir et pour m'endormir, j'aime bien feuilleter. J'aime bien aussi les livres audio, parce que avec la fainéantise, mais ouais, il y en a sur les thématiques qui m'intéressent. En ce moment, je lis un livre sur la contagion émotionnelle. Tu vois, et comment la capacité qu'on a à transmettre ou notre bonne humeur ou notre stress par des petits trucs que parfois on ne mesure pas. Donc je lis un livre de Christophe Hague qui s'appelle La contagion émotionnelle. Et je te parle de celui-là parce que c'est celui que j'ai en ce moment. C'est du boulot. C'est pas hyper sexy, mais c'est intéressant. Il n'y a pas de roman, il n'y a pas de truc où on sait. Non, franchement, je lis très peu de romans. Je sais pas, comme ça, c'est mon personnage. Le temps que je passe à lire, je veux que ce soit des lectures utiles. Voilà, et peut-être c'est un tort. Je ferais bien de m'évader aussi en lisant des romans, mais j'ai pas beaucoup de temps et le temps que je passe à lire, je cherche à l'optimiser. Bon, le dernier livre qui t'est tombé des mains? Tombé des mains. Que t'as pas pu finir? Ouais, bizarrement, le livre de Phil Jackson sur ses secrets de coach, sur la façon dont il a conquis tous ses titres et toutes ses bagues. Bref, j'ai lu 50 pages et j'ai laissé tomber parce que je sais pas, j'ai pas accroché. D'accord, Phil Jackson, ancien entraîneur des Chicago Bulls et puis des Lakers après. Voilà, bon, on va te remercier quand même d'avoir passé tout ce temps avec nous. Merci à toi François. Voilà. C'était un plaisir et on te souhaite le meilleur pour 2024 bien évidemment, parce que bon, on espère que tout ce travail va sourire. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce temps avec nous pour mieux comprendre ton métier et pour percevoir aussi toute l'ampleur du travail qu'il y a derrière 15 garçons qui jouent au ballon, un ballon ovale. Ouais, merci aussi pour l'opportunité. Longue vie à ta chaîne, parce qu'on n'a pas souvent l'opportunité de rentrer en profondeur dans les contours de notre métier. Voilà, et si on le fait, c'est aussi parce qu'on est en confiance, donc bravo à toi. Merci Yannick pour ce temps passé ensemble. Voilà, on s'est régalé à parler aussi de ton parcours, ton expérience, et bien sûr vous vous abonnez à la chaîne, vous savez comment il faut faire, et puis bien sûr vous nous suivez sur les réseaux sociaux, les liens sont cliquables sous la vidéo. Merci à toi François et longue vie à la chaîne. One, two, trio.